il faut qu'on en arrive à accepter que le développement, c'est une affaire également d'intellect et de savoir. Or, aujourd'hui, les intellectuels sont pourchassés de leur pays. Je suis un exemple client. Mon propre pays, le Sénégal, je ne suis plus en sécurité, j'ai dû le quitter. Et je vous dirai une chose. Comment pouvez-vous bâtir des chaînes de valeur industrielle? Comment pouvez-vous renforcer les capacités des gens si vous n'avez pas les élites africaines sur place participant au débat? Maintenant, on veut fermer le débat, y compris dans des pays comme le Sénégal, je le répète. Bienvenue dans Multipolaire sur Global Africa Télé Sud. Ravi de vous retrouver. On va évoquer cette semaine l'alliance des États du Sahel et se demander si elle profite réellement du Sud global. Peu après, pour rappel, le coup d'État au Niger en 2023, les pays du Sahel, le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont formé une alliance après la signature d'un pacte de défense, la charte du Liptako-Gourma. L'AES a rompu, vous le savez, avec la CEDEAO, la France, ses anciens partenaires européens, tout récemment avec l'Organisation internationale de la francophonie, et elle se tourne vers de nouveaux partenaires. Elle s'affiche comme un allié du monde multipolaire. Est-ce que ce rapprochement est synonyme de renforcement? On en débat tout de suite avec nos invités. Seydi Kaba, journaliste et écrivain nigérien, Alseni Thiam, chercheur associé à l'IPSE, Adam Agué, spécialiste des questions géopolitiques africaines et essayiste, et le docteur Yves Ekoué Ameizo, économiste fondateur du think tank Afrocentricity.info. Il est avec nous depuis Vienne en Autriche. Messieurs, bonjour à vous et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Merci, bonjour Samantha. C'est un plaisir toujours d'être ici avec vous et avec les téléspectatrices et les téléspectateurs. Un plaisir de vous avoir avec nous. Alors pour commencer, je vous propose, messieurs, d'écouter tout de suite le ministre des Affaires étrangères du Mali, Abdoulaye Diop, à propos justement du Sud global. Le BRICS offre surtout cette alternative d'évoluer vers un monde multipolaire parce que nous partageons avec les BRICS l'ambition de mettre en place un système international alternatif qui soit plus inclusif et qui fait la place aussi aux pays du Sud de façon globale. Quelques pays africains dont l'Afrique du Sud sont membres, nous pensons qu'avec cette nouvelle donne géopolitique, c'est une opportunité pour l'Afrique de pouvoir aussi réaffirmer sa souveraineté, mais aussi disposer d'outils pour pouvoir financer notre développement, mais dans un ensemble plus large de pays qui essaient de promouvoir l'équité, la diversité et l'équilibre dans les relations internationales. Et nous pensons que cette possibilité qui est offerte doit être saisie par l'Afrique et le Mali en particulier. Alors, il y a beaucoup d'attentes de la part des pays de l'AES, du Mali, on vient de l'entendre, vis-à-vis plus précisément des BRICS. Il y a plusieurs éléments intéressants. D'abord, le soutien des BRICS, porte ouverte vers le Sud global, au développement de l'AES. Est-ce que c'est une réalité concrète? On voit effectivement qu'il y a de nouveaux partenaires qui frappent à la porte de l'AES, Seydi Kaba. Oui, c'est tout à fait exact. L'AES procède d'une volonté de diversification du partenariat entre les trois pays qui en sont les fondateurs, le Burkina Faso, le Mali et le Niger, qui ont estimé que le partenariat ancien, qui était une sorte de tête-à-tête avec l'Occident, n'a pas donné les résultats qu'il faut espérer et que maintenant, il y a une volonté de diversification. Vous savez, le multilatéralisme a présenté beaucoup d'insuffisances. On a essayé de corriger en inventant le G20, qui était une sorte de saupoudrage. Et beaucoup de pays n'ont pas trouvé leur compte ni dans le G7 ni dans le G20, ont estimé qu'il faut développer le Sud global avec le BRICS, avec le renforcement d'autres États, et à la faveur justement de cette opportunité de la diversification du partenariat, une structure comme l'AES entend développer, entend innover, entend aller vers des partenariats plus équilibrés parce que, on va le voir sans doute dans l'émission, le partenariat ancien où, quel que soit, il ne s'agit pas que de l'Occident, le partenariat ancien où les contrats étaient léoniens, où le Niger a signé l'uranium avec
comment dire, dans une société comme la Somaïr, l'État du Niger n'a que 36%, Orano à 64%. Donc ce type de partenariat qui n'a pas donné le résultat ne peut plus prospérer. Et aujourd'hui, avec cette diversification, avec l'émergence de ce Sud global qui se présente comme un pôle international crédible, les pays comme des structures comme l'AES entendent prospérer, entendent se développer à la faveur de cette diversification du multilatéralisme. Alseni Thiam. Oui, je suis d'accord avec l'analyse de Sidi Kaba. C'est vrai que les pays de l'AES essayent justement d'aller vers d'autres pays, d'autres partenaires que sont les pays du Sud et notamment la Russie et la Chine qui sont aujourd'hui des partenaires attractifs. Mais c'est vrai qu'il faut voir aussi que certains pays, notamment des pays comme la Guinée et d'autres pays qui sont membres de la CEDEAO aussi, partagent justement cette idée justement de ce nouveau dynamisme, de ce renouvellement des relations et surtout cette volonté justement de ces pays-là de rentrer justement dans une nouvelle phase de relations avec des pays du Sud et justement où il y aura des partenariats plus équilibrés, avec des partenariats beaucoup plus pragmatiques et où il y aura des relations beaucoup plus horizontales qu'avec d'autres pays. Même si, encore une fois, il faut aussi conserver les partenaires traditionnels qui ont aussi des atouts à faire valoir. Donc je pense que, comme il l'a souligné, la diversification est la clé pour que les pays de l'AES et de la CEDEAO puissent aller dans le bon sens et se développer, c'est l'essentiel. Alors c'est vrai qu'Adam Agué, la différence avec la Guinée, par exemple, c'est que ce pays conserve ses partenaires traditionnels tout en ouvrant une porte vers les partenaires du Sud global aussi. Oui, bien sûr. La Guinée est restée toujours une locomotive du mouvement qu'on a connu dans le passé, parce que rien n'est nouveau ici. Hein. Il n'y a que la rhétorique, le bavardage de ce qu'on entend dans les pays de l'AES et autres du Sud. Je le dis à mon ami Abdoulaye Diop, avec qui j'ai fait mes humanités à l'époque à Dakar, mais la réalité, on savait à l'époque qu'il y avait ce qu'on appelait le triple A. L'Alliance Afrique, Asie, Amérique latine, ça existait. C'était la même chose qui s'est passé également avec le mouvement du tiers-monde en 1955, né à Bandung. C'est la même chose qu'on reprend. C'est la même rhétorique que utilisaient les Raoul Prebisch et autres, Enrique Cardoso, ancien président du Brésil, autour de la thématique, justement, de la théorie de la dépendance. Il fallait que l'Afrique sorte de la dépendance, et les pays du tiers-monde sortent de la dépendance pour que le centre également leur laisse de la place. C'est le même discours qu'on tient aujourd'hui. Il faut éviter de se gargariser des mots et donner de la substance à ce qui est en train d'émerger. Même si, mais il y a des choses concrètes quand même que l'on voit, qui, par exemple, dans le cas du Niger, c'est à la faveur de cette mais y compris au Mali, c'est dans cette volonté de prise en main des ressources nationales qu'il y a des contrats nouveaux qui sont négociés. Le Mali, dans l'or, par exemple, a renégocié avec les multinationales. Le Niger a renégocié. Le Burkina aussi. Il y a donc quelque chose, une dynamique nouvelle qui, à mon avis, n'a pu prospérer que parce qu'il y a aujourd'hui l'existence de ce Sud global qui fait que... Il y a une dynamique nouvelle, Dr Yves Ekoamezo. On voit quand même que les principaux secteurs d'investissement des pays du Sud global concernent principalement le secteur sécuritaire, militaire aussi, et surtout énergétique. On voit la Russie, évidemment, la Turquie aussi, l'Iran, et puis la Chine. Et même la Chine répond présent désormais dans le domaine du soutien militaire au Sahel. Oui, mais votre question précisément, il faut peut-être revenir en arrière. Il y a un problème d'inefficacité profonde des anciens partenariats. Vous connaissez les échanges avec les ACP-CE qui n'ont pas fonctionné, les accords de Lomé et de Yaoundé n'ont pas fonctionné. Les trois pays entre 60 et 2025, écoutez, ils sont toujours classés pays pauvres, voire extrêmement pauvres. Ils n'ont aucune capacité d'influence au niveau des grandes institutions internationales aujourd'hui. Donc la question est de savoir quel est ce partenariat qui les maintient dans cette pauvreté. Moi, je suis économiste, donc c'est le premier point qui m'intéresse. Et ceci est valable autant pour l'Union européenne, mais aussi pour les États-Unis et bien d'autres. Donc, premier point. Le deuxième point, oui, il n'est pas question de mettre le bébé dehors et jeter le bébé avec l'eau. Il est question de demander une efficacité en réalité. Donc, il y a une prise de conscience et il y a quelque chose qui n'existait pas avant. C'est-à-dire que les anciens dirigeants n'avaient pas de volonté. C'est pas qu'ils ne savaient pas ce qui se passait, ils savaient très bien, mais ils n'avaient pas de volonté. Ces nouveaux dirigeants ont une volonté de faire quelque chose. On discutera de ce qu'ils veulent faire exactement. Donc, moi, je pense que derrière les sécurités, derrière les secteurs que vous venez de citer, il est question d'acquérir une capacité d'influence. Ce qu'on appelle, nous, la marge économique. Une capacité d'avoir suffisamment d'argent pour décider soi-même de ce qu'on souhaite
soit pour son peuple, soit pour rester au pouvoir éventuellement, etc. Donc, ce changement fait que, ben oui, il y a des partenaires qui vont arriver, qui peuvent s'inscrire là-dedans. Et donc, le pouvoir de décision revient au pouvoir, puisque vous avez le choix. Vous avez 10 pommes devant vous, une verte, rouge et orange, mais écoutez, vous avez le choix. Et donc, ce sont ceux-là qui vont faire des offres les plus intéressantes, donc compétitives, et dans lesquelles vous allez choisir. Encore faut-il qu'en face, on ait des gens qui puissent avoir le cerveau pour pouvoir choisir quelque chose d'intéressant. C'est vrai qu'Alcine Thiam, la sécurité, l'énergie, ce sont des secteurs prioritaires pour les pays du Sahel. Et on dit souvent que la nature a horreur du vide. Et c'est vrai que les pays du Sud global viennent peut-être combler ce vide laissé par la France, les anciens partenaires qui ne sont pas allés aussi loin qu'ils auraient pu peut-être dans ces domaines-là. Mais finalement, dans le cadre de la recherche d'un partenariat gagnant-gagnant, est-ce que les partenaires du Sud global viennent réellement dans l'optique de partager les richesses et le savoir-faire, à votre avis? Oui, après, c'est une intéressante question. Après, justement, certains pays comme la Russie et la Chine ont des compétences, mais après, quid justement de l'intérêt moral derrière? Est-ce qu'ils viennent comme d'autres pays pour pouvoir justement exploiter les ressources et ne pas penser au développement? Mais après, sur les indicateurs que montre la Chine aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a quand même un partage de compétences. Ils commencent à installer des raffineries un peu partout, notamment en Guinée et dans des pays de l'Est. Donc je pense qu'à ce niveau, il y a des choses à faire. Et comme vous le dites, c'est des secteurs clés, notamment le secteur sécuritaire. C'est un secteur stratégique pour les pays africains. Et le fait que la Chine apporte des compétences, notamment pour lutter contre le terrorisme dans le Sahel, je pense que c'est une bonne initiative. Après, je ne pense pas forcément que ce renouvellement des relations et ce fait que la Chine vienne ou d'autres partenaires va forcément interrompre les relations avec des pays comme la France. Je pense que ces pays, on doit aussi maintenir une relation cordiale avec des pays comme la France qui ont aussi des compétences, qui ont aussi du savoir-faire. Et je pense que justement, l'Afrique gagnera en multipliant les partenaires et en multipliant les partenaires afin que justement on puisse gagner au niveau des termes de l'échange, qu'on se diversifie. Ce n'est pas vraiment la vision des pays du Sahel. C'est Dikaba au Niger, par exemple, et les entreprises françaises. Voilà, c'est terminé pour Orano, l'ex-Areva, et puis il y a d'autres entreprises aussi françaises qui doivent quitter la région. Non, c'est tout à fait exact. C'est vrai que ces entreprises payent aussi le contexte politique. La posture qui a été celle de la France après le coup d'État, la posture presque belliqueuse, on peut dire, celle qui a été de soutenir une intervention militaire, a pu peser par la suite dans le partenariat qui a été fait. Mais il reste que, comme ça a été rappelé, que la France aussi peut avoir sa contribution dans la relation avec le Niger. Ce qui est en jeu, c'est aussi la volonté de ces pays de sortir de la relation verticale qui a été celle par le passé où Orano, il faut dire les choses, a dicté au Niger, a fait des choses, a mis en œuvre l'exploitation de l'uranium dans des conditions d'opacité. Si aujourd'hui, et on reste vraiment sur un plan scientifique et objectif, si vous regardez les statistiques, l'uranium a plus profité à Orano qu'il n'a profité. Le Niger, pour prendre un exemple, le taux d'électrification au Niger est autour de 30%. Ce pays a été le pays qui a permis à la France quand même de développer son industrie nucléaire, a permis à la France de développer son électricité. Donc ça veut dire que le partenariat n'a pas eu l'impact qu'il aurait pu avoir pour les Nigériens, les retombées. Mais il faut, comme on l'a dit, il faut se garder de penser que les nouveaux partenaires sont des philanthropes. Qu'ils viennent parce que nos pays, nous sommes gentils, nous sommes, etc. Non, il faut que nous nous préparions, y compris avec les nouveaux partenaires, à tirer le meilleur bénéfice. Ouais, justement, et c'est que Yves a dit, j'en termine, Yves a dit que c'est à nous de nous préparer à tirer le meilleur bénéfice. Mais si on reste dans l'euphorie en disant oui, ceux-là, ils vont faire mieux que les autres et qu'on ne se prépare pas à ce partenariat, on risque de passer là aussi à côté. Et le fait que la Chine aujourd'hui s'intéresse au secteur sécuritaire au Sahel, la Chine s'intéresse à tout. Cette situation à la question sécuritaire, à l'énergie, au marché africain, à la géopolitique et tout. Donc la Chine vient de façon impériale se projeter sur le continent africain. Elle vient pour son intérêt. C'est la même chose pour tous ces pays du tiers-monde. Vous savez ce qui a changé, Yves l'a dit, et notre ami Cédric aussi, c'est qu'à un moment donné, la relation était verticale. Si vous êtes allé au Niger, comme je l'ai fait, en 1978, du sang de Séni Kounché, je suis allé dans les mines de la Somaïr et de la Cominac, à 260 mètres sous terre. Je l'ai fait, moi. Je connais. Et je vous dis une chose, à l'époque,
il n'y avait pas d'alternative. Il y avait la répartition des pouvoirs entre l'Amérique et les pays occidentaux francophones, la France gérée, par exemple, des pays comme le Niger. Aujourd'hui, il y a des changements, effectivement. Oui, il y a quelques réalisations qui émergent, des raffineries, des buildings administratifs, ça et là. Mais je ne suis pas optimiste. Que ce soit la Chine, la Turquie, la Russie et autres, tous ces pays-là, en réalité, sont des destructeurs de valeurs démocratiques. De plus en plus, quand ils arrivent dans nos pays, ce qu'ils font, c'est permettre à des pouvoirs autocratiques de s'installer, d'être corrompus. Et ce qui séduit peut-être les pays du Sahel, c'est qu'effectivement, il n'y a pas de conditionnement à l'aide de ces pays, à la conclusion de partenariats. Il y a une condition. Hein. Si vous êtes avec la Chine, vous ne devez pas parler avec Taïwan. Donc, il ne faut pas se faire d'illusions. Et j'ajouterai ceci. Ces pays du Sud, du Global Sud, je fais du business, moi. Je travaille dans des projets d'infrastructure. Quand vous parlez avec beaucoup de multinationales turques, indiens, chinois, qu'est-ce qu'ils vous disent? Non, il faut que vous ayez la garantie du FMI, il faut qu'il y ait l'autorisation. Donc, ces pays-là travaillent avec les pays occidentaux. Il faut donc qu'on se garde de tomber sous leur charme et qu'on prenne un peu de distance, même si aujourd'hui, plus que jamais, l'Afrique a la possibilité, comme l'a dit Yves, je pense, de négocier avec des partenaires. Qu'en pensez-vous, Dr Iveco Amezo, par ailleurs sur le soutien militaire de la Chine au pays du Sahel, la Chine qui vient un peu marcher sur les plates-bandes finalement de la Russie, c'est un signe positif pour la diversification des partenariats? Bon, vous parlez de plate-bande, marcher sous les mains. Moi, je ne vois pas du tout ça comme ça. Moi, je vous ai dit dès le départ, il s'agit d'une grande ouverture dans la diversification et en face, les Africains doivent être préparés. Pour être préparé, il faut des expertises, il faut des cerveaux, il faut des gens de la diaspora. Et pour le moment, ces régimes ne le font pas. Donc, c'est un gros problème pour eux-mêmes pour avoir des cerveaux. Première chose. La deuxième chose, écoutez, on est en business, on est en économie, on est dans les affaires, on est en finance. Il n'y a pas de partage. Vous avez utilisé ce mot plusieurs fois, je le refuse. Il y a de l'achat. Vous achetez de la compétence. Vous achetez une technologie ou des technologies. Vous achetez des usines en délocalisation et puis vous vous formez. Donc, il y a de l'éducation. Est-ce que ces régimes tels qu'ils sont, ils ont pensé? Les gens qui mettent en prison sont des cerveaux. Ou vaut mieux les mettre en prison, il faut les sortir. Je soutiens tout à fait l'histoire de la démocratisation et les utiliser de manière intelligente. Ils sont capables de faire quelque chose. Donc, tout cet aéropage qui permet de prendre en fait, et de profiter de cette application n'est pas mis en place. C'est ce que je conteste aujourd'hui. Deux exemples précis que je vais vous donner. Ils travaillent avec les BRICS, parce que c'était ça le thème de votre sujet. Très bien. On n'est même pas dans les BRICS, on est dans l'alliance des BRICS. C'est-à-dire qu'en fait, les BRICS, c'était plutôt pour les pays émergents. Là, nous sommes plutôt avec les pays plutôt pauvres et faible capacité d'influence. Très bien. Mais on veut faire l'énergie, vous l'avez dit. Mais il y a l'énergie nucléaire, il y a des nouvelles centrales mini nucléaires. Qu'est-ce qui se passe? La Russie peut le fournir quasiment en moins de 2 ans, 3 ans. Mais en face, ils sont où les technologues? Ils sont les spécialistes de nucléaire de chacun de ces 3 pays, voire les 3 pays ensemble. Et les où Parce que ces types-là, quand ils vont envoyer des emails, ils veulent une réponse dans les 24 heures. On ne va pas aller demander à la famille d'un tel ou les parents d'un tel de réagir. Premier problème. Deuxième problème beaucoup plus grave derrière. On a par exemple, le lithium ou même du cobalt, des choses comme ça. Mais pourquoi on ne voit pas, on n'entend pas de fabrication d'usines de batteries? Écoutez, les batteries pour les téléphones portables, ce n'est pas quelque chose de compliqué à faire. Hein. On n'est pas encore dans les batteries pour monter dans la Lune, dans les satellites. Et pourquoi on n'entend pas ces discours-là qui sont l'industrialisation et derrière de l'emploi et derrière donc du savoir-faire, des formations continues? C'est de ça qu'on veut savoir. Et j'ai un problème fondamental avec ces militaires. C'est que eux, en tout cas ceux qui sont là pour l'essentiel, les formations, ce n'est pas quelque chose qui était très important pour eux. Et donc, du coup, ils ont tendance à le mettre de côté. Or, le développement est fondé sur l'éducation et le savoir-faire et la récupération du savoir-faire. Les Chinois étaient tous à vélo il y a moins de 25 ans. Aujourd'hui, ils sont tous en voiture électrique. Et les Allemands n'arrivent même pas à suivre. Et qu'est-ce que nous attendons que nous n'ayons pas des voitures électriques au Mali, au Burkina, au Bamako? En plus, on va améliorer la pollution. Donc, écoutez, il faut qu'ils écoutent les intellectuels leur parler. C'est ça un vrai problème. Il ne faut pas qu'on passe à côté. Vous êtes d'accord, Seydi Kaba, parce qu'il y a quand même une particularité avec les pays du Sud global. Souvent, que ce soit dans l'énergie nucléaire, il y a un volet formation, il y a un package quand même qui est fourni autour des contrats. Quand même. Je crois qu'on insiste quand même sur les conditions du succès de ce partenariat. Il faut qu'on se prépare, comme ça a été rappelé, en expertise, en volonté, en formation, il faut qu'on se prépare, et y compris dans la façon dont le partenariat peut se tisser, c'est-à-dire par exemple le transfert de technologie, que ce ne soit plus comme avant où voilà, on vient, je prends un exemple peut-être caricatural, vous savez, dans le cas du Niger par exemple,
il a fallu l'enlèvement des employés d'Areva et de Vinci en septembre 2010 pour qu'on s'aperçoive que les Nigériens ne savaient pas manipuler les machines d'uranium, les usines. Quand il y a eu cet enlèvement, tous les Français sont partis et les machines se sont arrêtées. Parce que pendant 40 ans, on n'a pas formé les Nigériens pour qu'eux, ils puissent apprendre. Donc ça, ce type de gâchis-là, il faut qu'on l'évite. Il faut un transfert de technologie, que ce soit la Chine ou la France. Quand la Chine aujourd'hui a installé des usines de pétrole au Niger, il faut que les Nigériens apprennent à faire fonctionner ces usines. L'exécutif nigérien a apparemment tiré les leçons, puisqu'il y a cette affaire là, avec les 3 dirigeants où les chinois qui exploitent du pétrole qui ont été... Mais je crois que, comme vous avez parlé de spécificité du contexte sahélien, il y a par exemple le fait que le développement est la raison de l'insécurité. Parce qu'il n'y a pas eu suffisamment de développement, on n'a pas su créer des économies qui ont pu absorber la croissance démographique. Beaucoup de jeunes se sont retrouvés au chômage et ça a été un facteur aggravant puisque le groupe djihadiste n'ont eu aucune peine à recruter des jeunes. Et aujourd'hui, il faut faire en sorte que le développement fasse partie de la solution. Parce que si on veut régler, je crois que l'illusion que les militaires ont actuellement et qu'on a, c'est qu'on pense qu'on peut écraser le défi sécuritaire en achetant des drones, en achetant des armes seulement. Le volet développement n'ayant pas été suffisamment intégré, il faut un package. Le gouvernement nigérien tentait d'imposer ses conditions avec les compagnies chinoises. Il y a 3 dirigeants qui ont été expulsés et tentent d'imposer des conditions, un traitement salarial et aussi que ces compagnies embauchent des locaux. Alceni Thiam, justement, est-ce que le Sud global, précisément les BRICS, encourage réellement la souveraineté économique des pays du Sahel pour avancer parce qu'il y a quand même le problème grave de la dette et le problème aussi du financement. Oui, c'est vrai qu'au niveau de la dette, on peut se poser la question, on peut se dire que les pays africains sont piégés d'une certaine manière par la dette parce qu'il y a des intérêts. Mais après, comme l'a dit Sidi Kaba, je pense que c'est aussi aux Africains de négocier les partenariats et de négocier les contrats et de plus se laisser duper. Comme il l'a dit, la misère, c'est le terreau. Quand il y a la misère, malheureusement, il y a le terrorisme. C'est le terreau du terrorisme. Donc, du coup, il faut pousser ces acteurs-là, ces États-là, justement à développer les pays, à aider justement au transfert de compétences. Parce que tant qu'il n'y aura pas de transfert de compétences, on exploitera les mines qui vont permettre de développer d'autres pays et nous, on restera dans la pauvreté, dans le piège à pauvreté. Donc je pense qu'il est indispensable aussi que les Africains utilisent tout leur capital humain pour négocier les contrats à juste prix afin de tirer profit de leurs matières premières parce que dans 2 siècles, 3 siècles, il n'y aura plus de matières premières et il n'y aura plus rien pour se développer. On a nos matières premières, on doit utiliser ça comme stratégie pour sortir de l'ornière. Adam Agué, c'est vrai qu'au départ, cette alliance des États du Sahel, c'était une alliance sécuritaire, une alliance politique, mais c'est aussi, derrière cette alliance, il y a une vision, un cap économique aussi, avec en ligne de mire cette souveraineté économique. Mais force est de constater que en fait, les pays du Sahel restent sous perfusion du FMI. Il y a des accords qui sont passés, même si c'est un peu difficile avec le Mali. En tout cas, les pays du Sahel ne sortent pas de l'UEMOA, il n'en est pas question. Ils ne sont pas encore sortis du franc CFA. Qu'est-ce que cela signifie pour vous, tout cela? Mais ça signifie que nos États sont contraints. Ils ont des limites, n'est-ce pas? Leur capacité laisse à désirer, même si, bien évidemment, l'effort de ces 3 pays, Mali, Niger, Burkina, est à saluer parce qu'ils font des efforts pour contenir les problèmes d'insécurité. Ils ont créé récemment une nouvelle banque de développement, une compagnie aérienne, la libre circulation des personnes et une alternative aux mécanismes d'intégration que nous avons dans la région. Mais il ne faut pas se faire d'illusions. Avant que nos pays-là sortent de la situation intenable dans laquelle tous, militaires ou politiques civils, se trouvent, il faut qu'on en arrive à accepter que le développement, c'est une affaire également d'intellect et de savoir. Or, aujourd'hui, les intellectuels sont pourchassés de leur pays. Je suis un exemple criant. Mon propre pays, le Sénégal, je ne suis plus en sécurité, j'ai dû le quitter. Et je vous dirai une chose. Comment pouvez-vous bâtir des chaînes de valeur industrielle? Comment pouvez-vous renforcer les capacités des gens si vous n'avez pas les élites africaines sur place participant au débat? Maintenant, on veut fermer le débat, y compris dans des pays comme le Sénégal, je le répète. Et enfin, je dirais une chose. Dans tout ce débat-là, ce magma débatique de débat qu'on entend ça et là, où est l'Union africaine? Où est la CEDEAO?
Aujourd'hui, vous entendez l'Union africaine, la CEDEAO qui ont sanctionné les trois pays du Sahel et l'ont regretté amèrement d'ailleurs. De manière plus générale, au niveau international, il y a de grands changements qui interviennent. Il y a une nouvelle forme d'impérialisme qui émerge, que ce soit avec Donald Trump, que ce soit avec M. Poutine, que ce soit avec Netanyahou, ou encore vous avez des tarifs qui sont imposés, vous avez les nouvelles règles du jeu qui se définissent, comme on l'a fait en 1944 à Bretton Woods. Où est l'Afrique? Comment l'Afrique va-t-elle avoir une voix, comme dicté Henry Kissinger parlant de l'Europe à l'époque? Where is the voice of Africa? À qui on doit appeler? C'est la question. Yves Kwame-Mezo, sur la question de la souveraineté économique des pays du Sahel, de l'Alliance des États du Sahel, toujours soutenu par le FMI, je le disais, le FMI d'ailleurs qui salue les perspectives de croissance de ces trois pays qui sont très encourageants, notamment au Niger, au Burkina Faso, même au Mali. Comment est-ce que vous percevez cette situation et quelles sont justement les perspectives avec les pays du Sud global? Est-ce que ces pays-là sont en mesure de soutenir cette souveraineté économique réellement? Alors, il y a plusieurs choses dans votre question. Donc, commençons par le FMI. J'ai un papier qui va sortir, je vous conseille de le lire parce que votre avis sur le FMI, tel que vous l'avez dit, il y a une grosse erreur. Hein. C'est une structure qui ne vaut pas 5 ou 6% de nos endettements, mais qui contrôle beaucoup de choses. Regardez le conseil d'administration. Et ça pose un problème de fond pour ceux qui suivent les recommandations. Regardez ce qui se passe au Sénégal où on a eu des disséminations de comptes. Les recommandations venaient du FMI. Moi, je préfère vous être positif avec vos auditeurs. Nous sommes dans une nouvelle structure économique que j'appelle, moi, dans mes papiers, le protexpansionnisme. Il y a la protection d'un côté et l'expansionnisme qui signifie annexion. On va vous prendre votre bien, le sous-sol, le sol, vos individus, etc. Et nos États ne sont pas préparés pour ça. Pour le faire, il faut des cerveaux, il faut des gens qui réfléchissent. Il faut les payer, ces cerveaux. Ils ne le font pas. Ils le font dans des structures soit familiales, soit militaires. Dans tous les cas de figure, il manque de l'expertise. Premier élément. Deuxième élément, ils oublient qu'il y a un deuxième élément qui est lié à ce expansionnisme. C'est ce qu'on appelle les activités de proxy. C'est-à-dire que l'occidental ou ces gens de l'OTAN ne vont plus venir directement. Ils vont passer par des proxys. On l'a dit tout au début, la Turquie, un certain nombre de pays intermédiaires qui sont tous dans l'alliance de l'OTAN, entre parenthèses. Et donc, ces proxys, on le retrouve dans la sécurité. Donc, vous allez voir, on a parlé Wagner, mais Wagner est intégré à l'armée russe maintenant. Mais il y en a d'autres qui sont privés, qui sont aussi dans les légions étrangères de tel ou tel pays qu'on ne va pas citer ici. Troisième chose qui est très importante, moi j'ai le cas de l'Éthiopie. Chaque fois que l'Éthiopie a voulu faire son barrage hydroélectrique, quand il voulait faire le chemin de fer, à chaque individu chinois qui était à côté, il y avait un Éthiopien. Et il apprenait tout, il écrivait tout. Le chinois ne peut pas écrire dans sa langue. Voilà comment on doit commencer pour pouvoir aller de l'avant. Et je vais continuer sur quelque chose de beaucoup plus profond, parce que l'endettement dont vous parlez nous pose le problème de la monnaie. On ne va pas dire ça, moi, un économiste. Il faut sortir du franc CFA. On ne peut pas tourner ça 20 fois autour du pot. Vous ne pouvez pas envoyer une commande et vous payez à travers l'UMOA et la BCAO qui vous donnent l'autorisation, en fait, de pouvoir payer, parce qu'il faut avoir l'autorisation d'avoir l'euro. Et si vous ne l'avez pas, vous ne pouvez pas payer. Et donc, l'histoire de passer par les crypto-monnaies, c'est gentil, mais écoutez, c'est quand même assez volatile. Donc, il faut trouver un système qui ne passe pas par le système SWIFT. Et qu'à ce moment-là, on peut devenir souverain, parce que c'est ça le fond de votre question. Et la souveraineté commence donc par la monnaie. Alors j'ai juste une dernière question, on va faire un tour de table rapide c'est sur le succès que connaît finalement, rencontre l'AES dans la sous-région ouest africaine. On voit le Togo, le Ghana, même le Nigeria aujourd'hui sont des pays qui ont un focus désormais sur ce sud global et qui s'intéressent de très près évidemment aux BRICS. Justement, comment est-ce que vous expliquez cette attraction pour l'AES? Est-ce que finalement ce n'est pas la conséquence du prisme sahélien vers le sud global? Sidi Kaba, rapidement. Non, moi, je pense que ce que les pays du Sahel ont réussi, c'est de casser cette relation verticale, l'émergence de nouveaux paradigmes qui amènent à s'asseoir d'égal à égal pour parler. Et ça, beaucoup de pays, y compris les pays non sahéliens, étaient à la recherche de cette opportunité de pouvoir changer le paradigme de leur relation avec les anciens partenaires. Particulièrement avec la France, avec d'autres pays aussi. Le fait que les pays du Sahel aient été capables de créer les conditions justement de l'émergence de ce nouveau paradigme où on parle d'égal à égal et où il n'y a pas d'exclusivité, personne n'a le monopole. Avant, il y avait le précaré, tout est donné à la France et aujourd'hui, tout a changé. Avec l'arrivée de BRICS, on peut aller emprunter ailleurs qu'à la France, on peut aller emprunter. Donc c'est cette opportunité-là, à mon avis, qui séduit les pays non sahéliens et qu'il faut regarder pour l'avenir.
Je souhaiterais rebondir sur ce qu'il dit. C'est vrai que c'est intéressant, cette horizontalisation des relations. Et dans les pays de la CEDEAO, il y a des pays partenaires qui essaient de propulser un peu la CEDEAO. Avec l'AES, c'est un nouveau dynamisme avec des pays qui sont là, le Burkina, le Mali, le Niger, et d'autres pays aussi qui ont envie justement d'avoir cette relation horizontale. Et c'est cette influence qu'ils n'avaient pas avec des institutions comme la CEDEAO. À partir du moment où ils auront des partenaires, ils auront accès à des ports, ils seront désenclavés. Je pense que ce sera une institution qui aura de la vivacité et de l'avenir. Adam Aguet, très rapidement. Oui, je dirais simplement que ce qui se passe, c'est un ordre ancien qui sort et un ordre nouveau qui émerge. Et ça, on l'a vu à partir du moment où, aux États-Unis, l'administration Biden ou Trump a commencé à parler avec les talibans. Ça permet donc à ces États sahéliens de briser, n'est-ce pas, le dialogue unilatéral qu'ils avaient avec l'ancien colonisateur et donc de commencer à aller chercher, faire le marché à la carte un peu partout. C'est très bien, hein, il faut saluer cela, mais il faut chercher le savoir pour mettre ça à l'intérieur pour que ça ne soit pas simplement un exercice populiste qui n'aura pas d'avenir. Je pense que c'est un bon début et il faut l'encourager. Que les autres viennent s'y ajouter, c'est aussi une façon de comprendre qu'ils ont un dialogue au niveau des pays de l'AES avec la Russie, la Chine et autres plus accentués et ils veulent aussi en profiter. Je pense que nous sommes dans un monde qui est en train de changer totalement. Les partenariats bilatéraux aussi avec le Togo, c'est normal que les gens fassent comme tout le monde. Voilà. Docteur Yves Kwame-Maison, en quelques mots, un ordre ancien qui part et un nouveau qui émerge, ça vous convient? Pour conclure. Oui, ça me convient, mais il faut faire très attention. Ceux qui veulent venir dans l'AES ces temps-ci, dans le Togo, excusez-moi, mais ils ont une politique libérale qui est peut-être antinomique avec ce que fait l'AES. Il faut faire attention qu'ils ne soient pas des traîtres qui viennent dans un système, en fait, pour pouvoir le mettre par terre. Et puis, pour ce qui est de la CEDEAO, on va aller très rapide. Écoutez, la CEDEAO est en mort cérébrale, comme on dit un certain président français, mais moi, je parle de coma dynamique. C'est-à-dire qu'on est dans une structure qui ne veut pas se dire la vérité en face. Même le président du Ghana a rappelé qu'écoutez, il faut peut-être reconnaître au moins nos partenaires, qu'on puisse travailler ensemble. Donc, ça pose tout simplement le problème de la confiance entre les Africains qui ne fonctionne pas. Et on remonte à Nkrumah depuis 1963 qui nous a dit, sans la fédération, qu'elle soit petite, moyenne ou grande, c'est-à-dire continentale, écoutez, on n'avancera pas. Et tant que les pays continueront à fonctionner comme des États-nations et avec des frontières héritées de la colonisation, ils ne fonctionneront jamais. C'est vraiment la vraie différence avec l'AES. J'espère qu'ils vont maintenant mettre du cerveau, mettre des intellectuels, mettre leurs propres intellectuels dans les décisions et ne pas mettre des gens en prison qui ont des cerveaux qui peuvent les aider. Merci beaucoup à vous, Dr Yves Kwame-Maison. Je renvoie à votre think tank afrocentricity.info pour retrouver tous vos articles très, très intéressants. Merci à Adam Aguet, merci à Sidi Kaba, merci à vous, Alcénie Thiam. Et merci aux équipes de Global Africa Télésud pour la préparation de cette émission. Merci à Romain Cléco-Deminck. Un grand merci à vous pour votre fidélité. Vous retrouvez bien sûr Multipolaire sur nos réseaux sociaux, TikTok, Facebook et YouTube. À la semaine prochaine.